Un bilan encore incertain, c'est presque illusoire d'ailleurs de donner le nombre de victimes retrouvées sur l'archipel de Mayotte. On en dénombre à ce stade 11. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, les dégâts sont extrêmement importants. Le cyclone Chido est passé hier à peu près à la même heure qu'aujourd'hui. Il y a donc 24 heures sur l'archipel. Les dégâts, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte, sont absolument cataclysmiques et on peut craindre le pire. On en parle avec notre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Saïd Omar Oueli. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour nous rejoindre dans le studio Sud Radio. Vous êtes sénateur Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, RDPI de Mayotte. Bon, l'inquiétude est vive. Vous n'êtes pas sur place. Vous avez eu des nouvelles de vos proches. Déjà, comment ils vont? Ils vont bien, mais ce sont des gens traumatisés. C'est une île complètement traumatisée. Les gens fatigués. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Nous avons une population très jeune, donc on n'a pas de mémoire de catastrophe. Et en plus, les gens n'y croyaient pas. Ce qui fait que, malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui ont refusé d'aller dans les centres d'hébergement d'urgence. Et je me rappelle, lorsque je regardais la télé, lorsqu'on avait encore l'électricité, et je regardais la télévision à Mayotte, à 20h, avant que le cyclone arrive, c'est-à-dire le lendemain, à 20h, on avait dans ma commune à peu près 300 plutôt. 300 personnes qui s'étaient rendues dans le centre d'hébergement. Et dans les 300 personnes, il y avait 200 enfants. 200 enfants. C'est-à-dire que les adultes ne se sont pas déplacés. Donc ils sont restés chez eux, ils sont restés chez eux parce qu'il faut bien comprendre, il faut bien connaître Mayotte. C'est une île très jeune. C'est une île où on a une immigration clandestine très importante. Oui, c'est difficile de connaître d'ailleurs l'étendue exacte de la population. Tout à fait. Et donc les gens, quand ils viennent, ils sont dans leur bidonville, ils s'entassent. On ne sait pas combien ils sont, mais on sait qu'ils sont très nombreux. Et donc lorsqu'on a passé le message que les gens doivent aller s'abriter, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit c'est un piège. Donc, ils pensaient qu'ils allaient être arrêtés et reconduits, pourquoi pas, au Comores, vous pensez? Exactement. C'est pour ça que vous redoutez un bilan encore plus lourd. Alors je le disais, les images sont épouvantables. On voit des maisons en dur dont le toit a été arraché. C'est le cas de la vôtre d'ailleurs, je crois? Bien sûr. Moi, j'ai plus de toit. J'ai plus rien. Les meubles sont partis, tout est parti. Mais au moins, mes enfants et mes petits-enfants sont en vie. Mais moi-même, je suis traumatisé. Je suis traumatisé parce que lorsqu'il y a eu les rafales de vent et que je les avais encore au téléphone et qui m'appelaient « Papy, on a peur » et qui me montraient les images où ça soufflait à peu près à 250 km/h et que tu entendais ces cris et puis après plus rien. Là, je vous parle, mais j'ai vraiment le cœur brisé parce que ce sont des enfants traumatisés. Ce matin, ma petite fille me dit « Papy, est-ce que tu peux me ramener un hamburger ?» Mais tout est fermé. Il n'y a plus rien. La grande me dit « Papy, comment on va faire pour aller à l'école? Parce qu'on a tout perdu. On a perdu nos cahiers, on a perdu nos livres, on a tout perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a même plus d'habits. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et ça, je parle de moi. Pourtant, j'avais une maison en dur. Mais imaginons ce qui s'est passé dans les bidonvilles. Comment vos enfants ont fait pour s'en sortir, et vos petits-enfants, pardon, si le toit a été emporté, si tout a été emporté, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas été emportés par ces rafales qui s'apparentent en fait à des tornades? Alors, lorsque j'étais au téléphone avec eux, je leur dis, écoutez, trouvez une pièce où vous pouvez vous abriter. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils sont rentrés dans la salle de bain. Ils se sont mis les uns contre les autres. Et le toit est parti. Ils sont restés là mouillés pendant plus d'1 heure, sous la pluie, sous le vent. Et que si ça avait duré un peu plus, je ne sais pas si je les aurais eu. J'en parle. Et donc, imaginons ceux qui sont dans les bidonvilles où un simple coup de vent, leur maison est partie parce que c'est des maisons en tôle, il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas de mur de soutènement, il n'y a rien. Donc eux, ils sont partis avant. Ils sont partis, oui.
Effectivement. Tout à fait. Il y a eu des dégâts absolument considérables. Alors des milliers de membres des forces de l'ordre et de secouristes affluent vers l'archipel. Est-ce que la nation est au rendez-vous de la détresse de Mayotte ? De toutes les façons, il faudrait que la nation prenne conscience que ce que nous avons vécu, c'est Irma multiplié par 2, 3, 4. Un cyclone, tout simplement, ce qu'on n'a pas dans l'Hexagone en général. Sauf que la différence entre Saint-Barthélemy et Mayotte, c'est que Saint-Barthélemy, c'est 60 000 habitants. À Mayotte, c'est 400 000 habitants. Pauvres. Parce que nous avons l'île la plus pauvre de la nation. 77% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Et ce sont les 77% de cette population qui sont les plus vulnérables. Et c'est eux qu'il faut peut-être faire vite. Et qu'il va falloir, franchement, qu'il y ait une cellule dédiée pour Mayotte, pour la reconstruction. Qu'il y ait des gens identifiés pour que on puisse reconstruire très vite. Et donc, moi, je demande sincèrement à ce qu'on mette rapidement un fonds d'urgence pour pouvoir aider cette population, parce que la plupart des maisons, justement, ils n'ont pas d'assurance. Comment on va indemniser ces gens-là? Comment on va les aider? Si les dispositifs, je dirais, légaux n'existent pas, c'est-à-dire qu'il faut franchement réfléchir, parce que nous sommes une île. Et vous êtes un archipel qui déjà avait d'énormes difficultés par ailleurs, ce qui fait que ça n'arrange rien. Vous le disiez, les jeunes n'ont jamais connu ça, mais en fait vous-même, vous n'avez pas connu ça avec cette violence-là. C'est le pire cyclone en termes de puissance dévastatrice depuis 1934, il y a 90 ans. D'abord, il y avait 10 fois moins d'habitants à Mayotte à l'époque, tout à fait. Et ensuite on n'avait pas forcément les mêmes réflexes. Vous aviez vous-même travaillé sur les procédures, notamment les méthodes de secours, les méthodes de sécurité, les précautions à prendre. Est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que les secouristes étaient prêts? Est-ce que les Mahorais étaient prêts ou l'État était prêt à ça? Vous-même, vous avez été dépassé par ce qui s'est produit? Bien sûr, personne n'était prêt. On n'aurait jamais imaginé que ce genre de catastrophe et qu'on ait des vents de telle violence. Je pense que dans tous les cyclones qu'on a vus un peu partout, le cyclone qu'on vient d'avoir, c'est le plus violent. Parce que 250 km, c'est très rare. On a des rafales qui avoisinent les 100, 150, mais 250, c'est du jamais vu. Et donc, personne n'était préparé. Et c'est pourquoi moi je demande aux uns et aux autres, à nous surtout les politiques, qu'il faut laisser de côté nos polémiques. L'heure est à la construction, l'heure est au secours déjà. Surtout au secours. Parce que j'entends ici et là déjà des gens qui critiquent, tel n'a pas fait ceci, tel n'a pas fait cela. C'est un élément imprévisible. C'était imprévisible et personne croyait que ce serait comme ça. Donc l'heure est à la reconstruction, l'heure est à la solidarité, non pas à la polémique. Il y a des fonds peut-être qui vont être déployés bientôt. Il y a des forces qui vont aller à Mayotte. Et là, je pense que l'État a pris conscience de ce qui s'est passé là-bas. C'est pourquoi, c'est une des raisons que hier soir, il y a eu cette réunion de crise et qu'on envoie du matériel et que le ministre va se déplacer sur place. Je serai avec lui. Et je pars ce soir aussi aller à Mayotte, faire le bilan et que je suivrai particulièrement la reconstruction de mon île, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Mahorais aujourd'hui? Est-ce que vous savez si par exemple des cagnottes ou alors des appels aux fonds, des appels aux dons ont été lancés à ce stade? Pour l'instant, vous savez, on est tellement traumatisés et qu'on n'y pense même pas à ça. On pense d'abord à chercher si nos proches sont vivants. On en est là pour l'instant. Et comme les moyens matériels et humains pour faire les recherches, on n'en a pas. Donc on attend que les gens viennent et puis à partir de là, je pense que lorsque les esprits seront apaisés et que chacun se rendra compte peut-être de ce qui s'est passé, mais ce qui est certain, c'est que nous avons besoin d'aide et peut-être même des aides psychologiques, des gens qui viennent voir les enfants qui ont vécu ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais est-ce qu'ils voudront aller à l'école? Est-ce qu'ils voudront sortir dehors? Est-ce que tout ça, on ne sait pas pour l'instant. Pour l'heure, c'est trouver les victimes.
Retrouver les victimes, en tout cas. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Saïd Omar Wali, sénateur Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants de Mayotte. Vous partez donc ce soir. Vous avez trouvé un hamburger pour votre petite fille ? Ben, je vais essayer de lui faire plaisir. Embrassez-la quand même de la part de tout Sud Radio. L'essentiel est que vos proches aillent bien, déjà cela. On suivra la situation sur place évidemment tout au long de cette matinale. Le bilan malheureusement devrait encore évoluer. Je rappelle qu'à ce stade, on n'en est qu'à 11 personnes décédées sur place. On peut en craindre beaucoup plus.